Alors je vais vous proposer une chose ensemble parce qu'on va passer un petit bout de chemin cet après-midi ensemble. Donc il y a un truc que je déteste personnellement, c'est vous savez, les longs tunnels d'interview sans aucune interaction avec la salle. Un endroit où on parle a priori de réputation, de web, de zéro et de communauté, je trouve plus intéressant, alors que vous pouvez prendre la parole quand vous voulez sur Twitter ou sur Facebook, je trouve plus intéressant que vous fassiez pareil dans la vraie vie quelque part. Alors si vous êtes timide, moi j'ai un œil sur Twitter, et le dièse RFD, et si maintenant vous êtes moins timide, n'hésitez surtout pas à lever la main ou à vouloir interagir justement aux propos que vont pouvoir tenir Eric, ou éventuellement poser d'autres questions que celles que je peux poser. Voilà. Eric, bonjour. Qu'est-ce qui te lie on va faire un petit sondage d'audience pour voir qui est-ce qui connaît Eric Dupin et qui est-ce qui lit Presse Citron. Oui, ça s'applaudit, oui. Donc comme ça, tu vois à quoi ressemblent tes lecteurs, ou une partie. C'était une question risquée. Oui, oui. Mais ce monsieur est très humble, c'est vrai en plus. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans en fait que je blogue, depuis juillet 2005, sur Presse Citron. Mais je bloguais avant, à titre personnel, sur des blogs dont je ne me vanterai pas aujourd'hui. Rien de méchant, mais rien de très intéressant. Et en fait, c'est passé d'un statut un petit peu de blog amateur à un statut plus professionnel en 2005. Donc 2005, c'est la bascule, et là tu te dis, ça peut être intéressant pour moi de devenir professionnel. Oui, c'est ça. En fait, jusque-là, je travaillais déjà dans le web, puisque je faisais de la réalisation de sites web. Et à titre personnel, en freelance ou en réseau avec d'autres développeurs, comme beaucoup, certainement par ici. Et puis en 2005, en 2003, le format blog est arrivé, ça a commencé à m'intéresser. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'étais assez intéressé par les médias et l'information. Ensuite parce que je travaillais dans le web et je trouvais intéressant de partager un petit peu mon expérience et puis surtout d'interagir avec les autres, avec ceux qui bossaient aussi dans le même domaine. Donc ça c'était 2003, 2004, 2005. Le format blog est arrivé, j'ai trouvé ça bien. J'étais moi-même un gros consommateur d'informations déjà sur Internet. Et à l'époque, les blogs, il n'y avait pas vraiment de blog, et encore moins de blogs high-tech, il y en avait quelques-uns aux US qui commençaient. Et moi, mon modèle, c'était plus des sites que je lisais aux US, sur des domaines qui étaient assez particuliers, comme, maintenant c'est plus particulier, mais à l'époque c'était la téléphonie mobile, l'Internet mobile, j'étais déjà très intéressé par la question. Et donc je suivais tout ça de près, puis je me suis dit, voilà, le format blog est là, c'est plus pratique qu'un forum, donc c'est plus interactif, enfin en tout cas dans l'idée que j'en avais au départ. Et donc allons-y, montons un blog, ça ne coûte rien, c'est monté en 5 minutes, et puis voilà. Alors la bascule se fait en 2005, pourquoi? Parce que tu avais déjà beaucoup d'audience et tu te dis je peux monétiser ça, je peux en faire un vrai métier, c'est une passion, il y a suffisamment, on va dire, de répondants pour que je puisse gagner de l'argent dessus. Qu'est-ce qui fait que finalement tu bascules alors que c'est pas quelque chose qui se fait communément en France et en Europe, c'est un modèle qui est beaucoup plus répandu aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon? En fait, non, j'avais aucune audience. Tu étais déjà en 2005 assez bien lu. Non, en fait, juste avant que je crée de Presse Citron, donc que j'ai lancé réellement sous le format qu'on connaît actuellement, même s'il a beaucoup évolué depuis, c'était le 5 juillet 2005. Et en fait, donc je suis parti avec 0 audience. Quand j'ai vu mon premier commentaire, j'étais comme tout le monde, j'étais comme un fou. Et en plus, après j'ai su que c'était un copain lyonnais, mais c'était pas grave. C'est bien les amis pour ça. Et puis voilà, donc c'est parti comme ça. Et en fait, conseil numéro 1 d'Eric Dupin, vous le retenez, si vous lancez un blog, que vous n'avez pas envie de pleurer au bout du 10e article sans commentaire, dites discrètement à vos amis qui peuvent laisser des commentaires, ça fait du bien au moral. Voilà, exactement. Et encore mieux, dites-leur de le faire sans dire que c'est eux qui l'ont fait. Voilà, c'est parfait. Et donc, en fait, j'ai commencé comme ça. Et en fait, pourquoi parce que je voulais partager. Et puis j'avais vu un petit peu des modèles qui marchaient aux États-Unis. Mais moi, je suis parti vraiment sur un truc complètement amateur. C'est-à-dire qu'au départ, il faut savoir que pendant même les 6 premiers mois ou la première année, j'avais même pas de nom de domaine. C'est-à-dire mon truc était hébergé chez Free. J'avais monté un .clear à l'époque, c'était pas WordPress. Et c'était un truc du type ericdupin.free.fr ou comme ça.
J'ai acheté le nom de domaine. En fait, le nom de domaine, je l'avais depuis 2003, mais je ne l'avais pas utilisé. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais brancher le nom de domaine sur ce site, ça fait bien, c'est marrant. Et voilà, je suis parti comme ça, et j'ai commencé à partager. Et il se trouve que là, il y a une petite communauté qui s'est fait assez rapidement, parce que j'étais un des premiers, certainement, à faire ça. Puis voilà, j'avais peut-être un ton un peu différent, c'est-à-dire que j'avais envie de parler de choses high-tech, web, métier, etc. Et sur un ton pas trop formel, un peu rock'n'roll, et voilà, c'est parti comme ça. Et du coup, il y a des gens qui ont accroché, qui ont bien aimé ce ton un petit peu différent. Et puis après, ça s'est fait progressivement, c'est monté, c'est pas monté aussi vite que certains blogs peuvent monter aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui créent des sites, au bout d'un an, ils font 50 000 visiteurs par jour. Je sais pas comment ils font. Moi, il m'a fallu 7 ou 8 ans pour arriver à peu près au même résultat. Mais c'était partagé en fait. Donc ça, c'était la première étape. Et en novembre 2005, le premier truc qui m'a vraiment surpris, c'est que c'est une boîte américaine qui faisait du comparatif d'achat qui m'a contacté pour m'acheter d'un espace pub. J'étais super content, j'ai facturé ça 150 € pour un mois. Enfin, c'était génial, quoi. Et en fait, c'était en fait un rêve en fait. Je suis parti complètement amateur, je suis parti à l'arrache, je continuais à bosser à côté. Et puis je me suis dit, voilà, je vais essayer d'écrire 2-3 articles par jour, comme ça, on va voir ce que ça donne. Puis il y avait un vieux rêve au fond, c'était de dire, là, si un jour j'avais mon média, puis que ça marche, puis que j'arrive à gagner ma vie avec, ça, comme font les ricains, ça serait génial, quoi. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse, je vois beaucoup de choses qui remontent sur le Twitter. Si jamais vous désirez me poser une question, vous avez qu'à mettre mon arrobase, comme ça je le verrai directement en plus de tout ce qui remonte. Damien doit être collé. J'ai une question à te poser sur l'aspect justement des marques. Ouais. On parle de réputations justement, donc tu dis la première fois, voilà, un comparateur t'approche, te propose un espace de pub, j'imagine que c'est allé crescendo par la suite, et que petit à petit, cette logique te dit de profil d'influence, blogueur influent, fait que tu as dû commencer à être approché par des marques. Et comment tu as abordé ça au début? C'est un peu particulier, non? Se faire démarcher, on est un peu méfiant. En fait, les marques, je ne sais pas si on peut appeler ça démarcher, c'est-à-dire qu'en fait, elles rentrent en contact parce qu'elles ont soit une opération à proposer, soit un produit à faire tester, par exemple. Donc, à partir du moment où, de mon côté, ça correspond à du contenu qui peut être intéressant pour les lecteurs, il n'y a pas de raison, je prends. Par contre, effectivement, je suis totalement impartial. Ça peut être Samsung un jour, Sony le lendemain, ils sont concurrents, il n'y en a pas un qui va me dire « Ah ben non, si tu as testé mon produit, je veux pas que tu testes. » Il ne risque pas de me dire ça. Mais voilà, donc ça se passe comme ça. Et les premières approches, autant que je me souvienne, avec les marques, c'est arrivé bien après quand même, hein, 2007-2008. Et ça a dû se concrétiser une des premières fois par un voyage de presse, un premier voyage de presse. Alors c'était avec HP, pour ne pas les nommer, et où ils présentaient une nouvelle gamme de produits, etc. Bon, j'ai découvert ça un peu émerveillé aussi. Voilà, mais ça s'est passé comme ça, comme ça se passe tous les jours dans le monde entier depuis que la presse existe avec les journalistes. Donc ça, c'était les premiers contacts. Si on met de côté ce premier contact qui était un annonceur en fait, et lui qui venait pour acheter de l'espace publicitaire. Donc là, tu soulignes le fait que tu es en train de me dire que quand on dit « Oh tiens, certains blogueurs sont partis à l'autre bout de la planète » et que ça se voit par exemple sur Twitter, il y a des journalistes qui vont avec, c'est en fait une habitude quelque part de la part des sociétés de faire ça pour faire connaître leurs produits. Oui, c'est ce qu'on appelle des événements presse, hein, tout simplement, ou des conférences. On est aussi invité à des conférences. Donc là, c'est vraiment c'est intéressant parce que c'est du contenu, on est sur place, on est à la source. Et on a vraiment le contenu. Alors évidemment, avec Internet, maintenant tout le monde a le contenu en même temps, mais on l'a un tout petit peu avant, et surtout quand il s'agit de présenter des produits qui sont des produits. À ce moment-là, on peut les essayer. Et là, malgré tous les progrès de la technologie, les gens qui regardent sur Internet ne peuvent pas encore les essayer. Donc ça, on les a avant. Ça, c'est très intéressant parce que c'est du contenu pertinent pour les lecteurs. Pour nous, ça fait vraiment de l'avant-première. Le dernier exemple que j'ai en tête, qui était vraiment marquant, c'est en septembre dernier, où Microsoft a présenté officiellement pour la première fois Windows 8, et en collaboration avec Samsung, ils ont fait une présentation sur les tablettes, la fameuse tablette Windows 8 hybride, et en fait, c'était une conférence qui était destinée aux développeurs, donc il y avait 2 ou 3 000 développeurs Windows Microsoft du monde entier, et il y avait très peu de presse, il y avait une dizaine de blogs du monde, les plus gros blogs ricains, et en France, il y avait Figaro, BFM, etc. Et j'avais la chance d'être invité. Et en fait, la presse, on nous a prêté les tablettes pour les tester. Le temps du séjour, c'est pendant les 2 jours de la conférence, on avait la tablette avec nous, on pouvait l'utiliser, la tester, la monter dans notre chambre d'hôtel, etc.
Et donc, quand je me suis empressé de faire le test, je crois que j'étais le premier à publier sur Presse Citron, le premier test de la tablette Windows 8. Et ça, c'est vachement intéressant. Et c'est bien parce qu'en plus, il y a quand même, il y a une certaine éthique, puisqu'à la fin, on rendait les tablettes. Les développeurs sont partis avec. Et nous, on a dit, non, vous êtes prêts, il faut les rendre. Voilà. Pas que des cadeaux, en fait. Ah non, pas plus loin. Une question sur Twitter, justement, qui est en rapport avec la pertinence et l'influence. On parle beaucoup de blogueurs influents, c'est pas un terme personnellement que j'apprécie, mais parce que je sais pas trop si je sais pas si toi il veut dire quelque chose pour toi. Moi, si tu regardes ma bio sur Twitter, je crois que j'ai marqué blogueur influençable. C'est ça. Et alors donc justement, mais tu n'es pas influençable par les marques. Normalement. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as la sensation qu'il y a que l'influence ou la volonté d'être influent pour être repéré par des marques, pour travailler avec, a peut-être pris le pas sur un côté peut-être plus pertinent et artisanal? Oui, mais moi je pense que l'influence, ça se calcule pas, ça se fabrique pas, ça vient naturellement. Enfin, c'est même pas. Enfin, comment dire? Je pense qu'on est influent quand on est pertinent, quand on a une communauté, quand on est indépendant. À partir du moment où on donne l'impression d'être un peu moins indépendant, on perd de son influence. Je pense que le nerf de la guerre, il est là. La marque, elle va chercher quelqu'un qui est vraiment pertinent sur son domaine, qui va être un blogueur sur une niche, qui maîtrise parfaitement son sujet, qui est en avance sur l'information, qui est toujours là un petit peu avant les autres, qui a un angle particulier. Je parle de l'idéal, je ne suis pas en train de parler de moi, mais je parle de l'idéal. À mon avis, c'est ce type de profil que la marque va chercher. Et à mon avis, elle sera plus intéressée par une personne qui a ce profil que je viens de décrire, qui n'a que, entre guillemets, 10 000 followers sur Twitter, qu'un média, peut-être ce qui est devenu Presse Citron aujourd'hui, qui a combien, 115 ou 120 000 followers, qui, si on fait le ratio nombre de followers influence, a perdu une certaine influence par rapport à l'époque où j'étais le blogueur connu qui avait 10 000 followers. Donc en fait, tu es sorti d'un marché de niche pour aller à un marché de masse quelque part. On va dire que tu as étendu ton audience globale de gens que tu peux toucher, mais peut-être en devenant un peu moins pointu ou en diluant. Voilà. Alors moi, j'estime que, à titre personnel, je n'ai pas changé ma ligne éditoriale, etc. Simplement, maintenant, Presse Citron est devenu un peu plus important, même si ça reste encore un truc artisanal, mais il y a plusieurs rédacteurs, donc forcément, l'influence se dilue un petit peu. Voilà, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette pour l'influence. C'est le gars qui dit aujourd'hui, moi je vais monter un blog et puis parce que je veux être influent sur tel domaine. Enfin, à mon avis, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est plutôt l'inverse. Mon copain Corben, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que lui, il continue à bosser seul, à l'ancienne, comme on était, tel qu'on était avant. Voilà, et il est indépendant vis-à-vis des marques. Ça n'empêche pas de bosser avec des marques, de faire de la pub sur son site, de partir en conférence. On est partis ensemble aussi chez d'autres, avec d'autres marques, etc. Mais voilà, il a gardé cet esprit-là, qui n'a pas changé. Il a gardé un ton. S'il a gardé un ton. Moi, j'ai gardé la même chose, mais il y a plusieurs rédacteurs, donc c'est plus dilué. Alors justement, comment on peut garder un ton, continuer finalement à être ce qu'on est, ou d'être lu pour ce qu'on est? Parce que finalement, le travail de blogueur, c'est être quelque part un média qui est dilué, on va dire, ou qui est très lié avec soi-même, son style, etc. On devient un média, comme aujourd'hui devient Presse Citron. Tu as besoin de produire du contenu, donc d'avoir plusieurs personnes qui produisent pour toi. Comment on arrive à garder ce ton, ce style, donc de ne pas perdre ce qui a fait finalement l'attractivité, tout en continuant finalement à développer son audience? Il n'y a pas une sorte de travail un peu sur le fil qui n'est pas évident? Si, c'est pas évident parce que en fait je pense que la question se pose un peu pour toutes les entreprises, c'est comment, la croissance, il y a un moment, il faut franchir une étape, sans tomber dans une espèce de course en avant un peu ridicule, mais alors en fait, il n'y a pas de recette, mais moi j'essaie de dire, je dis aux rédacteurs qu'ils écrivent comme ils veulent, et surtout je leur interdis pas, ce qui apparemment est la règle dans beaucoup de médias, de parler à la première personne. C'est-à-dire que si j'ai un rédacteur qui a envie de parler à la première personne, et même de pousser un coup de gueule sur un truc, et même éventuellement sur une marque sur laquelle moi j'ai parlé plutôt en bien la semaine d'avant, ça ne va pas me gêner parce que c'est justement le pluralisme, et c'est comme ça qu'on essaye de garder une espèce de fil conducteur en fait. Dans tout ça, j'imagine que le chemin n'est pas non plus rose. Il y a certainement eu des épines. Quelles sont des erreurs que tu as pu faire, ou des choses que tu ne referais pas forcément des erreurs, mais c'est des leçons. J'en ai une notamment en tête, que je pense, avec un acteur qui t'a amené devant les tribunaux. Il n'y a pas seulement ça, il y a peut-être des choses aussi que tu as appris ou que tu ne referais pas. Oui, on apprend tous les jours. Ce que tu évoques, en fait, c'était pas vraiment. C'était une erreur. C'est pas vraiment lié avec ton activité de blogueur. Voilà. C'est pas vraiment lié à ça, puis c'était pas vraiment une erreur, c'était plutôt
plutôt un problème lié à un vide juridique qui a été un petit peu comblé depuis. Mais ça a attiré le regard, on va dire, sur Eric Dupin, le blogueur. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais en fait, quand cette affaire est arrivée, il y a plutôt une très forte mobilisation en ma faveur. Enfin, c'était génial. Certains ont été contents que je me fasse désinguer. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt positif. Donc il y a eu un mouvement. Donc tout ça, c'est une parenthèse. J'ai pas mal appris aussi de ce point de vue. Ça apprend à être prudent, en fait. Pour finir, d'autres erreurs, j'en vois pas vraiment. Alors, évidemment, j'en ai fait plein, certainement. Peut-être, moi, je suis parfois un peu chaud comme garçon, donc j'ai tendance à réagir un peu vite. Et j'ai appris que sur Internet, notamment quand on édite un blog, il vaut mieux prendre les choses avec un peu de recul. J'ai le souvenir, Eric, de Lisan, et donc on se suivant depuis un petit moment, avant qu'on se connaisse vraiment. Je me rappelle du moment où tu as eu quand même un passage à vide. Il y a eu un moment où tu as quasiment fermé le blog. Tu en avais un peu assez. Oui, ouais, parce que mais c'est assez, oui, c'est vrai, je me souviens. C'est assez ancien. En fait, je pense que tous les blogueurs qui sont un peu exposés, qui sont un peu connus, qui en ont fait leur quotidien et qui écrivent tous les jours plusieurs articles, sont sous une espèce de pression et d'exposition qui peut devenir à un moment très difficile, voire insupportable. Et moi, ça m'est arrivé à un moment où j'ai pas supporté des commentaires sur un article que j'avais fait qui était très second degré. Je pense qu'on doit penser un peu la même chose, où on fait une succession d'articles assez second degré. Et c'est peut-être une des choses que j'ai appris, c'est que le second degré passe assez mal à l'écrit. Et donc, voilà, je me foutais de la gueule des gens qui jouaient sur Guitar Hero, mais gentiment. Parce que je disais que c'était pas des vrais guitaristes, etc. Et je me suis fait défoncer. Donc le lendemain, j'ai dit OK, on arrête tout. J'ai fermé. Ne touchez pas aux gens qui jouent à Guitar Hero ou aux communautés de gamers. Bien d'accord, c'est dangereux. Et j'ai joué moi-même, hein, c'est ça qui est marrant. Mais moi, comme je suis guitariste aussi, donc du coup, je me disais bon, c'est vraiment bidon, quoi. Et bon, j'ai dit ça, mais gentiment. Mais c'est le principe. Mais ça a été très mal pris. Alors peut-être que j'étais peut-être un peu vigoureux, je sais pas. Et du coup, moi, je l'ai mal pris du coup en retour, parce que je me suis pris un vieux retour de flamme. Et j'ai appris de ça aussi, effectivement. Je me suis dit, bon, il y a des susceptibilités qu'il ne faut pas heurter. Ce que j'ai compris, ce que je comprends très bien. Et avec le recul, je me dis, c'est effectivement des choses qu'il vaut mieux éviter. Mais on revient à ce qu'on disait au début. Dans ce cas-là, on tombe un peu dans l'autocensure. Donc on dévite sa ligne éditoriale. Et voilà, moi, à une époque, si j'ai envie de dire fuck, je disais fuck. Comment on fait pour parler de quelque chose dont on n'a pas forcément envie de parler en bien? Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on fait silence? Personnellement, je fais silence. Sur Précitron, j'ai rarement arrivé de démolir quelque chose. Je peux ironiser sur quelque chose, je peux faire un peu de second degré, un peu moins maintenant, 1,5 degré, on va dire. Mais de mémoire, j'ai jamais démoli quelque chose. Ou alors vraiment un coup de gueule, mais un truc, ça sort, c'est pas très méchant, le lendemain, je commente, je dis voilà, c'est pas bien. Mais donc, quand il s'agit de... quelque chose qui me plaît pas ou qui m'intéresse pas, je vois pas l'intérêt d'en parler, quoi. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et dans ce cas-là, je le dis, je fais comprendre, si on m'invite à un événement qui m'intéresse pas, j'y vais pas, voilà. Donc, aujourd'hui, sur le développement de Précitron, tu n'es plus seul, comme tu le disais, il y a des rédacteurs. Comment on devient rédacteur chez Précitron? Est-ce qu'on est payé? Comment ça fonctionne? Comment on développe sa petite affaire? Je sais que tu as la volonté de le faire de manière assez artisanale pour garder justement l'esprit. Comment on arrive justement à rester artisanal tout en développant encore média? En fait, moi je suis à un stade aujourd'hui où je voudrais effectivement, ce côté artisanal, mais quand même développer l'affaire. Ça passera peut-être par des besoins en fonds extérieurs, je ne sais pas encore, je n'ai pas trop réfléchi précisément, mais ça sera certainement ça, pour financer la croissance. Aujourd'hui, les rédacteurs, en fait, il y a deux ou trois types de rédacteurs, on va dire. Il y a ceux qui écrivent, qui me sollicitent pour me dire, voilà, j'ai un article, j'ai un éditorial, je suis expert sur tel domaine, j'ai envie d'écrire, donc là c'est une tribune ouverte. Je regarde ce que la personne écrit, je regarde qu'elle ne l'a pas publié ailleurs, si c'est un article unique, etc. Je le lis, s'il est intéressant, je le publie, et la personne bénéficie à ce moment-là, évidemment, de sa bio, en dessous de l'article, de liens vers son site, c'est un site, etc. Donc ça a pas mal d'intérêt pour elle. Donc ça, c'est plus, je dirais... C'est de la réputation. Tu leur proposes, j'allais le dire, c'est de la rédaction de réputation, on va dire. Donc c'est des gens qui se font leur réputation, donc il y en a quelques-uns comme ça qui écrivent régulièrement. Donc c'est plus des tribunes ou des articles assez fouillés sur des domaines, notamment sur les médias sociaux, etc. Donc ça, c'est la première catégorie.
Après, il y a ceux qui écrivent, en fait non, il y a deux catégories, enfin il y en a trois, il y a les pigistes, donc qui sont payés à l'article, et puis il y a aujourd'hui deux rédacteurs qui ont un fixe mensuel. Et l'article sponsorisé? Il y en a de temps en temps, il y en a eu un hier. Mentionné comme tel? Ah oui, alors là, ça a toujours été le cas. Et il y a une charte hein, sur Presse Citron, il suffit d'aller chercher, il y a la charte des articles sponsorisés, c'est une charte en 10 points, tout est détaillé, et c'est la première charte qu'on envoie, ou que ma régie envoie quand une marque nous contacte pour un article sponsorisé, c'est la première. Voilà, si ça rentre pas dans la charte, c'est même pas la peine. Et donc c'est évidemment indiqué, ça a toujours été dès le premier qui a été publié, et dans la charte on dit qu'on ne publie pas plus de 4 ou 5 par an, on doit à peine y être sur plusieurs centaines d'articles. Et le reste du temps, quand tu écris, ou quand toi ou tes rédacteurs écrivent, est-ce que vous travaillez sur le référencement? Est-ce que vous travaillez sur, on va dire, la structure des articles, pour faire en sorte que ça sorte bien, que ce soit bien écrit? Est-ce que c'est quelque chose aussi, si oui, est-ce que c'est une méthode qui permet justement de se maintenir à flot, d'être toujours un peu numéro 1? En gros, est-ce que tu fais du minute buzz? Non, je le lis, mais j'en fais pas. C'est tout à fait respectable, mais c'est pas du tout le principe. Alors évidemment, c'est des techniques de SEO qu'on a intégrées, que j'ai intégrées progressivement. Auparavant, je ne faisais absolument pas. Je faisais des titres comme il venait, souvent des titres à l'écran avec des jeux de mots un peu stupides. Maintenant, c'est un peu plus structuré de ce point de vue-là, mais ça reste assez freestyle et je n'autorise pas un titre idiot qui ne sera pas du tout bon pour Google, mais qui fera marrer mes lecteurs éventuellement. Je préfère ça, même si effectivement maintenant on a un peu plus le SEO en tête. Le truc c'est qu'il ne faut pas écrire que pour les moteurs de recherche, sinon ça n'a plus aucun sens. De toute façon, tu as une base d'audience qui fait que quelque part il y a un récurrent et les gens qui lire régulièrement, j'imagine, tous les jours. Moi j'ai deux dernières questions. La première c'est concernant, on va dire je reprends la question Internet, la question Twitter, j'avais sur les vieux depuis un instant, voilà. Alors une question peut-être un peu tarte à la crème, mais qui est quand même intéressante, parce qu'on voit le marché bouger, notamment par rapport au blogging, l'avenir du blogging. Quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui, l'émergence de pas mal de plateformes, on peut penser à du microblogging bien sûr, mais surtout à des outils comme Tumblr, des outils qui sont socialement connectés. Je pense à la nouvelle plateforme d'Overblog qui est sortie récemment et qui finalement permet de faire du blog, mais très connecté à d'autres sources. Est-ce que tu vois ça comme une évolution du blogging? Si toi aujourd'hui tu commençais, est-ce que tu penses que ce serait quelque chose qui t'intéresserait? Ce serait une manière d'écrire finalement qui t'intéresserait? Est-ce que tu crois que c'est une évolution? Parce que, alors, je ne vais pas te le faire le coup de est-ce que les blogs vont mourir, j'y crois pas. Mais est-ce que par contre c'est une évolution peut-être de ceci? C'est évident, c'est une évolution incontournable. Tu as cité l'exemple de Minute Buzz il y a quelques instants. Typiquement, voilà un nouveau média pure player qui est en même temps un blog et qui en même temps a complètement intégré dès le départ toute la dimension viralité sociale, etc. Belty aussi a intégré. Belty, oui, que je connais un peu moins. Moi, ce qu'on fait sur Presse Citron, on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on part du blog et on intègre tous les éléments sociaux quand ils arrivent, quand je les juge pertinents. Donc évidemment, on a intégré Twitter très rapidement, on était parmi les premiers, Facebook, Google+, et puis on va continuer à aller là-dessus. Aujourd'hui, moi, je suis en train de réfléchir et de travailler sur l'intégration de l'Open Graph Facebook d'une façon assez approfondie. Je me pose la question, alors que quand c'est sorti, j'avais dit que je le ferais pas, mais bon, on peut changer d'avis, d'intégrer les commentaires Facebook. Parce qu'en fait, on a une déperdition des discussions, ça c'est un des effets les plus importants de l'émergence des médias sociaux sur le blog. Et en fait, les discussions vont beaucoup sur Twitter, Facebook. Et si on avait un moyen, c'est un peu le cercle de l'Open Graph, de récupérer ça, on crée un nouveau itinéraire. Est-ce que c'est ce type de nouvelle génération de blogs qui sont finalement un peu des millefeuilles qui agrègent des contenus sociaux entre eux, qui les articulent, est-ce que quelque part est-ce que ça nuit au fond? Quand je dis au fond, c'est au fond des contenus, je peux dire. En gros, est-ce que quelque part, c'est aujourd'hui, tu écris des articles, tu prends le temps de les écrire, tu fais tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas justement plus aujourd'hui une sorte d'agrégation de micro-choses qui connectaient les unes aux autres, donner une nouvelle forme d'article quelque part? Enfin, en gros, il va y avoir une réaction, un commentaire sur Facebook, comme il y a un tweet, une photo tweetée qui vient en complément d'un article qui aurait été écrit. Tu crois que c'est une nouvelle manière d'écrire? Franchement, tu n'as strictement aucune idée de cela. Non, c'est une bonne question. C'est en fait ce que tu décris, c'est un petit peu entre l'agrégation et la curation. Désolé pour le gros mot. Et donc, oui, il y a ça effectivement. C'est un assemblage, c'est un peu comme la cuisine d'assemblage dans les restaurants pas très bons. On récupère des trucs un peu congelés de partout, on les met ensemble, on les passe au four.
C'est un petit peu la même chose, mais effectivement, c'est une autre façon d'écrire, je suis bien d'accord. Et quand je dis ça, j'ironise un peu sur le parallèle avec la cuisine, mais c'est pas le cas. Enfin, je n'ironise pas là-dessus parce que je le fais aussi. Hein. Oui, je le fais à ma manière. J'ai peut-être changé ma façon d'écrire, j'écris peut-être moins long, et effectivement, il y a des éléments qu'on récupère, mais là-dedans, pour moi, il y a une espèce de facilité, ce qu'on appelle le easy writing, j'ai pas trop envie de tomber là-dedans. J'ai envie que ça reste un peu difficile. La deuxième et dernière question serait sur le développement à venir. Ouais. Tu dis vouloir développer la marque, vouloir développer le média, tu parlais beaucoup de ton amour sur ton intérêt pour les applications mobiles, ouais. Vouloir lever des fonds, peut-être développer des nouveaux sites, vous avez fait, Fuzz, des choses comme ça. C'est quoi ton envie avouable là tout de suite sans dévoiler des secrets? Moi je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à imaginer autour d'un blog, tant du point de vue social que technologique, etc. Il y a certainement des choses à... Donc j'ai quelques petites idées comme ça, et c'est vraiment développer, comme tu le disais, une plateforme, ça reste un blog, ça devient un média, ça devient une plateforme sociale, autour de laquelle on peut agréger différents services et différents contenus. Et c'est un petit peu dans cette réflexion que je suis aujourd'hui. Est-ce que... Moi j'ai une question en fait, Eric. Nous on est agents de réputation, et à un moment ça nous intéresse aussi de passer par des blogs comme le tien pour pouvoir avoir une information qui est relayée. Est-ce que tu t'interdis de relayer les informations qui viennent d'agences comme les nôtres, ou comment tu fais ton choix justement pour ces informations? Ça dépend de la pertinence de l'information, de la façon dont elle est présentée. J'ai pas d'a priori. Après, effectivement, on est beaucoup sollicité, je suis pas le seul, hein, par des agences, des relations de presse, des PR, des communiqués de presse, etc. Donc il faut faire le tri. Il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours forcément intéressantes, en tout cas pour Presse Citron, qui peuvent l'être beaucoup pour dans d'autres domaines. Moi, je m'interdis rien du tout. Il y a un truc que je fais plus, enfin que j'ai fait un peu, mais que j'évite de faire, c'est effectivement tous les relais de buzz. C'est-à-dire que tous les jours, on reçoit telle agence vient de faire la vidéo virale de tel machin. On reçoit le lien Facebook. Est-ce que vous pouvez la publier? C'est super sympa. Il y a machin, tout ça. Je le fais de temps en temps quand j'ai vraiment un coup de cœur. Je l'ai fait avant-hier avec Xavier Niel et compagnie qui ont fait un truc avec Iggy Pop, donc j'ai trouvé ça marrant pour relancer leur école des métiers d'Internet. Ils ont fait une petite vidéo où ils jouent de la musique n'importe comment. Bon, j'ai trouvé ça drôle, mais voilà, c'est typiquement le genre de buzz maintenant que j'évite un peu de relayer parce que voilà, c'est trop, effectivement, ça correspond plus, ça n'a plus de pertinence, ça n'a plus de sens par rapport à notre contenu. Ça peut en avoir pour d'autres, et ça peut être aussi une idée à laquelle je réfléchis de monter une plateforme qui serait consacrée exclusivement à ça, parce qu'on en reçoit tous les jours, elle pourrait être auto-alimentée. Mais là, je viens de dévoiler un seul plateforme. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Lucien